Johnny Depp en révolutionnaire mexicain, Dujardin et Dupontel dans la pègre marseillaise, ou encore Astérix chez les bronzés, on est passé à côté de sacrées pépites. Bonjour à tous. Tourner un film, c'est pas évident. Ça prend du temps, du monde et de l'argent, et donc chaque année, la plupart des projets de films restent à l'état de projet. Pas suffisamment de financement, pas d'attrait pour le projet, pas d'acteurs, pas de distributeurs, pas la bonne période, disputes sur le tournage, on a même des pandémies mondiales qui viennent nous embêter. Bref, c'est jamais évident d'aller au bout du projet, et il y a tout plein de films qui démarrent, mais qui trouveront jamais le chemin des salles de cinéma. Aujourd'hui, je vous propose donc qu'on vienne sur 3 projets de films français super ambitieux et vraiment intéressants sur le papier, mais qui malheureusement verront jamais le jour. Et on commence tout de suite avec Astérix et Obélix, Sauce Splendide. En 2003, après le succès d'Astérix et Obélix contre César et le triomphe d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Claude Berry, le producteur des films, cherche un nouveau réalisateur pour créer un 3e film qui mettrait en scène de nouveau Astérix et Obélix sous les traits de Christian Clavier et Gérard Depardieu. Gérard Jugnot va alors lui proposer de réaliser Astérix en Hispanie et de revisiter l'univers d'Astérix, mais avec la petite patte du Splendide. Claude Berry, alors trop emballé par l'idée, et normal, il se dit un Astérix avec Christian Clavier, Gérard Depardieu, mais aussi Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle, Josiane Balasco ou encore Michel Blanc, ça peut être qu'un super carton. Les deux se mettent d'accord et Gérard Jugnot commence à plancher sur le scénario et il appelle aussi tous ses potes du Splendide pour bloquer des dates de tournage et alors tout le monde est super emballé par le projet. Mais du jour au lendemain, tout s'écroule. Uderzo, le dessinateur historique des bandes dessinées et propriétaire des droits d'adaptation, refuse de donner son accord pour le film. Pour expliquer sa décision, il va déclarer qu'Astérix c'est avant tout un personnage de papier, un personnage dessiné. Et donc, après 2 films live action, il préférerait faire un retour aux sources et soutenir le projet de dessin animé Astérix et les Vikings. Ce projet-là, Astérix et Obélix chez les Vikings, va voir le jour en 2006 et il attirera 1,3 million de spectateurs. Ce qui est pas mal, mais Uderzo va se rendre compte que les dessins animés c'est sympa, mais ça n'a pas la même force, c'est pas aussi fédérateur qu'un film. Il va donc donner son accord pour un 3e opus, Astérix aux Jeux Olympiques, qui sortira en 2008. Pour le film, on va gentiment retourner voir Christian Clavier pour qu'il reprenne son rôle d'Astérix, mais lui il va envoyer chier Uderzo. Vous savez quoi? Vous avez pas voulu que Gérard Jugnot, mon pote, il réalise un film Astérix, et ben maintenant c'est fini, vous continuez sans moi. Et c'est comme ça que Clovis Cornillac a repris le rôle d'Astérix. Et du côté du Splendide, tous les comédiens s'étaient bloqués des périodes de tournage. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans rien, ils se sont donc demandé « Bon on fait quoi? On peut peut-être essayer de faire un autre film. Ou alors on part en vacances. Ou alors, on fait les deux en même temps. » Et c'est ainsi qu'a émergé en 2006 le film Les Bronzés 3, Amis pour la vie, qui a d'ailleurs démoli Astérix aux Jeux Olympiques au box-office, plus de 10 millions de spectateurs contre 6,8 pour Astérix. Bon, ça c'est pour les scores au box-office, mais si on parle qualité des films, Uderzo, je sais pas ce qu'on t'a fait, mais à cause de toi, on a dû subir Les Bronzés 3 et Astérix aux Jeux Olympiques. Et maintenant, on change totalement de registre, on va parler du film Les Guérini de Michel Hazanavicius. Au début des années 2000, le réalisateur Michel Hazanavicius se lance un challenge, réaliser un film sur l'homme invisible. Sauf que la barre était sûrement un peu trop haute. Comment on fait un film sur quelqu'un qu'on peut ni voir ni entendre? C'est pas facile. Le producteur de cinéma Farid Lawassa lui conseille de balancer cette idée et plutôt de plancher sur un film de bandits sur les frères Guérini. Alors, qui c'est les frères Guérini? Antoine et Barthélemy dit Mémé, ce sont 2 figures du grand banditisme. Ils ont régné sur Marseille de 1942 à 1967. Ils étaient très connus pour les liens qu'ils entretenaient avec la politique et le show business. Ils étaient spécialisés dans le proxénétisme, mais ils ont aussi fait de la contrebande de cigarettes et du trafic d'héroïne. Il paraît même qu'ils sont impliqués dans l'assassinat de Kennedy. Hazanavicius est super emballé par le projet, il commence les recherches et il écrit un scénario, mais le problème c'est qu'il voit pas qui pourrait incarner les frères Guérini. Il faut qu'on y croie, et il trouve que les acteurs français manquent un peu de testostérone pour se la jouer mafieux. En fait, il trouve que tous les acteurs français ont déjà fait trop de comédie, et donc ils seront pas crédibles là pour un rôle très sérieux. Donc il se laisse un petit peu de temps et il attaque un nouveau projet, OSS 117. Sur le tournage, il va bien sympathiser avec Jean Dujardin, les deux vont pas mal discuter, et Hazanavicius va lui dire « tu sais, j'ai écrit un autre scénario, c'est sur les Guérini, est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses ?» Et là, Dujardin lit le script, et il adore, et il se verrait même bien incarner Mémé Guérini. Et super, plus qu'à trouver le 2e frère maintenant. Hazanavicius réfléchit, et il imagine alors Albert Dupontel. Dupontel est d'accord, Dujardin est d'accord, Hazanavicius est d'accord, tout le monde est d'accord, c'est formidable, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Sauf qu'il y a encore un petit problème. Le producteur Farid Lawassa galère à boucler le budget du film. Il est estimé à 23 millions d'euros et pour le moment il en a trouvé que 13. Mais bon, il se dit, c'est pas grave, on va commencer le tournage à la cool, on va faire gaffe aux dépenses, et moi pendant ce temps-là, je vais continuer à prospecter.
Mais là, contre toute attente, Hazanavicius lui dit non, c'est mort. Les Guerini, c'était des boss. Ils vivaient dans des palais, ils avaient des costumes sur mesure, des grosses voitures. Il faut que le film y pue le luxe, et ça en plus sur 3 époques différentes, pour parler du début, de l'apogée et de la chute de l'empire des Guerini. Donc Hazanavicius se dit « Moi je préfère pas prendre le risque, je veux pas brader mon film, c'est un film qui coûte cher, ou alors qui se fait pas ». Donc le film est mis en pause, mais suite au joli succès public et critique d'OSS 117, 1,6 million d'entrées pour 14 millions d'euros de budget, Hazanavicius aurait pu parfaitement réunir le budget pour réaliser son film. OSS 117-2 a coûté 22 millions d'euros, donc maintenant il est parfaitement légitime pour réunir des sommes pareilles. Mais après réflexion, le réalisateur se dit « Bah non, c'est trop tard, le moment est passé ». Au travers de son film, il voulait évoquer les rapports qu'il y avait entre le grand banditisme et la politique, et pour lui, tout ça, ça s'est un peu arrêté avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Pour résumer ça un peu grossièrement, selon Hazanavicius, avant les politiques ils étaient très en lien avec les bandits, avec la pègre, et maintenant ils sont plus en lien avec le Qatar, les banques et les cabinets d'affaires. Donc l'histoire qu'il voulait raconter, elle n'aurait pas trouvé d'écho dans la société d'aujourd'hui. Dommage. Maintenant on va parler du dernier projet, et pas des moindres, Seven Friends of Pancho Villa d'Emir Kusturica, avec Johnny Depp. Seven Friends of Pancho Villa, ou Les Amis de Pancho Villa en français, c'est un livre de James Carlos Blake. Il raconte la vie du révolutionnaire mexicain Pancho Villa, la violence, le crime, le sexe, la drogue, la débauche, enfin vous voyez le tableau. Avant d'en parler, petit retour en France. En 2009, le film Le Petit Nicolas réalisé par Laurent Tirard arrive au cinéma et c'est un énorme succès, 5,5 millions d'entrées en France. Bah c'est cool, mais c'est quoi le rapport entre Le Petit Nicolas et un révolutionnaire mexicain? Eh ben les producteurs, Olivier Delbosque et Marc Missonnier, vont profiter de ce gros succès pour produire un énorme blockbuster. Pour ça, ils obtiennent les droits du livre Seven Friends of Pancho Villa et proposent l'adaptation au réalisateur Emir Kusturica, avec qui ils ont déjà fait équipe sur le film Promets-moi. Mais qui dit blockbuster dit qu'il faut du très lourd pour les acteurs. Alors, pour le premier rôle féminin, ils approchent Salma Hayek. Elle a notamment reçu un Oscar en 2002 pour son rôle de Frida Kahlo dans le film Frida. Super, plus qu'à trouver l'acteur qui jouera Pancho Villa, il faudrait un bad boy, mais un bad boy avec une aura hyper magnétique. Et là, le réalisateur pense directement à Johnny Depp. Johnny Depp est emballé par le projet, mais on est sur une production française. Donc le cachet qu'on lui propose, il n'est pas aussi mirobolant que ce qu'il peut avoir à Hollywood. Mais bon, il aime bien la proposition, donc il donne son accord de principe, mais il fait comprendre que le film sera pas sa priorité. Et à partir de ce moment-là, bah c'est la galère. Johnny Depp est pas assez dispo, le tournage doit durer 4 mois, mais c'est beaucoup trop long pour la star. Il est occupé sur le tournage de Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence. Et donc, après un an de négociations, les producteurs jettent l'éponge avec Johnny Depp, mais ils abandonnent pas leur film pour autant. Ils croient toujours au potentiel qu'il peut avoir et ils entreprennent de trouver un nouvel acteur. Ils pensent alors à Benicio del Toro. Il avait joué un rôle similaire en 2008, il incarnait Che Guevara dans le film Che de Steven Soderbergh et avait d'ailleurs reçu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Benicio del Toro valide le projet, le tournage commence et au début tout se passe super bien, mais les semaines passent et il y a des tensions qui apparaissent entre Kusturica le réalisateur et Benicio del Toro, ils se disputent et finalement l'acteur se casse en claquant la porte. Et alors si vous vous posiez la question, aucun lien de parenté entre Benicio et Guillermo del Toro. Les producteurs sont dégoûtés, mais ils abandonnent toujours pas. Ils tentent le tout pour le tout et essayent de trouver un troisième acteur pour le rôle, et alors ils imaginent Edgar Ramirez. Edgar Ramirez lui aussi, il avait joué dans un film de genre là, Carlos en 2010 par Olivier Assayas. Le film raconte la vie du révolutionnaire vénézuélien Carlos, pas le chanteur du coup, désolé, et Edgar Ramirez a reçu le César du meilleur espoir masculin pour son rôle. Mais il y a encore un problème. L'acteur est pas assez bankable, il est quasiment inconnu du grand public. On passe quand même d'une icône, Johnny Depp à Edgar Ramirez, et le film il coûte énormément d'argent, donc il faut des têtes d'affiche solides pour s'assurer un minimum d'entrée en salle à l'international. Et donc là, le projet est bel et bien abandonné. Donc Olivier Delbosque et Marc Missonnier vont vouloir oublier cette histoire, ils vont se dire bon, fini les projets un peu ambitieux, internationaux comme ça, on va essayer de produire un truc bien français, bien de chez nous, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Donc si on résume, à la place du film sur le plus grand révolutionnaire mexicain de tous les temps, on a eu le droit à la place à Pirates des Caraïbes 4 et Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Que la vie est injuste! Et voilà pour ces 3 films abandonnés, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et c'est quoi le projet que vous regrettez le plus? Moi je me dis, Astérix en Hispanie, j'aurais quand même beaucoup aimé voir ça. Et puis c'était parfait, Michel Blanc il pouvait jouer un légionnaire, il se serait appelé Jean-Claude Duss. Bon, après on est quand même au milieu des années 2000, je sais pas ce qui reste du potentiel comique de la troupe du Splendide à ce moment-là. Le film aurait sûrement pas été terrible, mais bon, juste revoir Christian Clavier en Astérix, ça fait plaisir. Bref, des exemples de films abandonnés comme ces 3-là, mais il y en a beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un volume 2,
On pourra par exemple parler d'Alain Chabat, Gad Elmaleh et Jamel Debbouze en mousquetaire, de Bernard Tapie, trop mauvais comédien pour jouer son propre rôle, ou encore de Raon, trop tout le temps tout nu pour le cinéma français. D'ici là, allez au cinéma et mangez des pizzas!